Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue évidemment dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est le père de l'informatique moderne et héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui était vraiment Alan Turing? Portrait, rôle modèle même à suivre. Et aujourd'hui, c'est Amélia Matar qui a une idée derrière la tech évidemment. Amélia, je crois que tu vas nous parler d'un échelon très important en matière justement de territoire, c'est les villes. Oui, aujourd'hui j'ai eu envie de mettre à l'honneur des acteurs dont on parle trop peu quand on parle d'éducation, ce sont les villes. Miser sur la diversité dans la tech, ça fait partie des tendances de cette année 2022. Oui, mais comment en faire plus qu'une tendance? Comment accélérer l'inclusivité pour de bon cette fois? Liberté, égalité, mixité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Caroline Ramad. Caroline, vous êtes la cofondatrice et CEO de 15 Tech. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est Anthony Babkin, le cofondateur de Diversity Days, qui nous rejoindra en plateau pour élargir justement ces questions d'inclusivité. Mais d'abord, focus. Des millions de vies sauvées et une seconde guerre mondiale écourtée. On le doit à un mathématicien britannique, ou plutôt à ses travaux et sa machine. Alan Turing a pu décrypter le code Enigma. Déborah Rimbaud revient sur le parcours du père de l'informatique moderne. Son génie a permis aux Alliés de remporter la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing est un mathématicien anglais né en 1912. Passionné par les sciences dès l'enfance, à l'âge de 16 ans, il découvre les travaux d'Albert Einstein, les comprend et les met même en perspective. Il poursuit ensuite des études de mathématiques au King's College de Cambridge. À 24 ans, il commence à travailler sur la machine de Turing et publie ses recherches dans un article. Il établit une limite entre ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est calculable peut être prédit, le résultat sera toujours le même. Le non calculable, en revanche, peut évoluer de manière imprévisible. Surtout, Turing montre que ce qui est calculable peut être décomposé en un nombre défini d'étapes, chaque étape pouvant être réalisée par une machine. Avec sa machine, qui n'existe alors que sur le papier, Alan Turing vient d'inventer l'ordinateur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est recruté par les services secrets britanniques. Avec son équipe, le mathématicien a pour mission de décrypter les messages codés envoyés par la machine allemande Enigma à la flotte navale nazie. À partir de 1942, la quasi-totalité des messages interceptés sont déchiffrés grâce au génie de Turing et de ses collègues. Grâce à cette prouesse, des dizaines de milliers de vies sont épargnées. Les Alliés font un grand pas vers la victoire. Après la guerre, Alan Turing reprend ses travaux sur sa machine qui deviendra l'ordinateur. En 1950, il rédige un article intitulé « L'ordinateur et la machine ». Ce texte est aujourd'hui reconnu comme étant la base de ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Les 2 dernières années de la vie d'Alan Turing sont bien plus tragiques. À une époque où l'homosexualité constitue encore un crime, une aventure avec un homme le conduit au tribunal. Il plaide coupable pour conduite indécente réitérée avec un autre homme. Pour éviter la prison, il accepte la castration chimique. Le 7 juin 1954, Alan Turing se suicide en croquant dans une pomme au cyanure. Ce n'est qu'en 2013 que la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume pour son homosexualité. Après être resté longtemps méconnu, la vie d'Alan Turing est portée au grand écran dans le film The Imitation Game en 2014. Et depuis 1966, le prix Turing est remis, l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Amélia, sans Alan Turing, pas de coloris aujourd'hui? Absolument, clairement, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup et on leur doit beaucoup justement à ces rôles modèles. La diversité est une richesse pour les talents de la tech. On en parle tout de suite. « 2156, oui, vous avez bien entendu, c'est l'année où sera atteinte la parité dans les entreprises selon le World Economic Forum. Eh bien, notre invité est un petit peu plus pressé que ça quand même. Accélérer l'inclusivité numérique en tant qu'écosystème, en tant que secteur, c'est votre mission, Caroline Ramad. D'abord, quand on parle de diversité, on parle de quoi exactement pour vous? Parce qu'on a l'impression parfois que c'est un mot valise dans lequel on range énormément de valeurs ajoutées complémentaires. Alors moi, plutôt que diversité, j'ai plutôt envie de dire le mot inclusion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut empiler les critères de diversité, être une femme, avoir un handicap, être plus âgé que la moyenne dans la tech. Vous savez que c'est très très faible, la moyenne dans la tech, c'est 29 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut empiler ces critères et mettre en place des mesures sans travailler son niveau d'inclusion
d'inclusion. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'ultime mesure, en fait, c'est d'analyser le sentiment d'inclusion des gens dans l'entreprise. Donc, et ça va évidemment bien au-delà des femmes. Et ça, on peut le faire sur plusieurs piliers de l'entreprise pour voir les états d'avancement. Et donc cette inclusion, ce sentiment que quelle que soit son origine, je veux dire ethnique ou même si on vient d'un autre pays ou quel que soit son âge, eh ben, je dirais que c'est la mesure suprême. Il ne sert à rien d'empiler les mesures de diversité ou les critères si derrière les gens qui sont là ont l'impression d'être là parce qu'ils sont là pour la marque employeur, on va dire. On remplit un quota. Voilà, on remplit un quota. Et si on n'a pas clairement compris qu'en fait, c'était le meilleur asset, c'est la performance de l'entreprise qui est en jeu, c'est le bien-être et c'est la rétention de vos employés qui est aujourd'hui à l'œuvre dans cette notion-là. On ne veut plus travailler dans un monde où tout le monde se ressemble. C'est ennuyant et clairement, ça ne produit pas les meilleurs produits. Oui, parce qu'on le sait aujourd'hui, la diversité, l'inclusion, justement, c'est un enjeu économique avant tout. On le sait depuis des années, d'ailleurs, à grand renfort d'études, que ce soit des cabinets de conseil ou que ce soit justement des instituts. La diversité, c'est un accélérateur de productivité, oui, pour les entreprises. Je vais donner quelques exemples. Lorsqu'une organisation s'arme justement avec ses ressources humaines compétentes et diversifiées, eh bien, elle sait qu'elle va s'assurer une meilleure productivité et performance, 60% de chances supplémentaires de voir notamment leur profit, c'est pas un gros mot, et leur productivité augmenter selon Deloitte. Et puis autre chiffre flagrant, les inégalités hommes-femmes provoquent une perte équivalente à 10% du PIB, selon le FMI et le PIB mondial. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a avancé les chiffres, concrètement, on fait bouger les choses comment, Caroline ? Eh bien, je pense que justement, on est rentré dans une nouvelle ère, une ère des solutions. Il y a eu beaucoup d'incantations, beaucoup de lamentations, beaucoup de groupes de réflexion. Et c'est ce que j'ai fait en fait en montant 15 Tech, c'est que je pense qu'on rentre dans une ère de solutions avec les solutions qui aujourd'hui vont exactement répondre aux besoins des talents qui éventuellement vont aller dans cette industrie et de l'autre côté des entreprises. Donc si je devais faire le constat des deux côtés, c'est quoi ? On a d'un côté une faible représentativité si on parle des femmes dans l'industrie, moins de 25%, mais si vous allez du côté des développeuses, c'est 10%. Quand on sait qu'on va passer de 49 à 190 millions de jobs dans la tech et le digital et qu'il y aura plus de 80% de développeurs, c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une femme sur deux quitte la tech après 35 ans aujourd'hui pour des raisons de discrimination au travail. Ça veut dire elle n'est pas dans un contexte d'égalité salariale, elle ne peut pas être promue, seulement 7% aujourd'hui de fonctions exécutives dans la tech. Elle ne peut pas aujourd'hui avoir un équilibre vie pro, vie perso, ce qui fait qu'après le premier enfant, généralement, c'est quasiment impossible de revenir ou de vraiment progresser dans l'industrie. Et la qualité des politiques aujourd'hui, diversité et inclusion, est assez faible, donc notamment sur des dispositifs anti-harcèlement ou autres. Donc elles se disent aujourd'hui, la tech, c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut résoudre. Il faut accélérer le niveau d'inclusion des entreprises. Et donc, c'est ce qu'on se propose de faire. On lance un Gender Score le 8 mars prochain qui va permettre d'aller mesurer de manière gratuite toute la tech européenne. Donc, on a essayé évidemment, plus on collectera de données, plus on pourra donner des mesures et des standards et donc peut-être à terme des recommandations à l'industrie. C'est la première chose que nous disent les entreprises, c'est où est-ce que je suis par rapport à qui ? Comment je me situe dans cet écosystème, dans ce secteur ? Voilà. Est-ce que je fais moins bien, mieux, de façon équivalente que les autres ? Exactement. Et une fois que je sais où je suis, si éventuellement je fais les choses correctement, eh bien, je ne sais pas où trouver en fait ces talents. Je ne sais pas où les trouver. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni une plateforme dans laquelle les talents aujourd'hui ont une expérience qui est 100% personnalisée et on est en train de rajouter un critère affinitaire qui fait que si vous voulez être payé en fonction de l'égalité salariale, eh ben, vous aurez une boîte peut-être comme Criteo qui va remonter, qui a atteint l'égalité salariale en 2 ans. Et donc, on va récompenser, on ne peut pas être bon forcément sur tous les piliers, mais on va récompenser le pilier qui va correspondre aussi à la recherche aujourd'hui du talent. Du côté des entreprises, on a ce Gender Score et on va pouvoir analyser aussi des données dans leur gestion de candidature pour essayer d'analyser aussi la performance dans la conversion en fait, des talents aujourd'hui qui rentrent à l'œuvre. Et donc, c'est cet outillage en fait, que nous, on prône, c'est de se dire aujourd'hui, il faut arrêter de parler, il faut agir et il faut vraiment le faire basé sur les besoins prioritaires des entreprises. Et donc, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. On a encore une jeune start-up, mais on a déjà plus de 70 entreprises qui nous ont fait confiance en France, en Europe et même aux États-Unis qui cherchent aujourd'hui à attirer des talents féminins à travers l'Europe. Et c'est du très concret, en effet, on le voit à travers des chiffres, des initiatives. Et le fait aussi, Amélia, de se dire que pour une fois, on va peut-être appuyer sur du positif pour aussi donner à voir une image différente des femmes, de la mixité, de la parité dans la tech, de façon différente pour celles qui se préparent peut-être à devenir ces futurs talents.
Ben oui, absolument. Enfin, on a tout à espérer que ça fasse un effet boule de neige finalement. C'est que voilà, on met en valeur des femmes et des entreprises qui favorisent effectivement cette égalité. Et puis voilà, les autres vont suivre et on va rentrer dans un cercle vertueux, espérons-le. Et si justement tu avais eu, toi, ces chiffres-là, ces modèles-là, c'est ce pouvoir d'attraction finalement, quand on te dit tiens, telle entreprise fait peut-être mieux en matière de salaire, telle entreprise fait peut-être mieux en matière d'aménagement, vie perso, vie au travail, est-ce que finalement tu aurais choisi de créer ta propre entreprise ou tu te serais dit peut-être que je peux amener ma valeur ajoutée à une autre entreprise du secteur de la tech? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Ok, je sors. Alors, l'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin compliqué pour une femme, hein, où il y a assez peu de rôle modèle, où il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, je n'ai pas non plus choisi le chemin le plus simple, mais peut-être effectivement que s'il y avait eu toutes ces initiatives, toutes ces femmes aussi valorisées, montrées, qui donnent l'exemple voilà, aux jeunes filles, je me serais plus orientée vers des métiers tech en tous les cas, parce que j'avais cette affinité pour la tech dès le plus jeune âge et que finalement c'est intéressant de voir que j'ai pas pris un cursus tech mais un cursus littéraire, donc peut-être qu'effectivement j'aurais été une tech aujourd'hui. Est-ce que c'est justement ça, Caroline, un discours que vous entendez quand certaines des candidates justement à ces métiers de la tech et dans la tech notamment européenne viennent vous voir, vous dites attendez, moi j'arrive pas à trouver le métier que je veux, on n'arrive pas à me proposer finalement un modèle qui puisse me convenir, j'ai envie de le créer. Est-ce que c'est une des missions de 15 Tech de les accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat? Alors, sur l'entrepreneuriat, on n'a qu'une opération qui est le Female Founder Challenge, qui est en cours en ce moment, qui est avec Vivatech et qui va mettre en avant... on a 450 femmes dans le monde qui font des applications pour aller lever une série. Alors, je vais parler en technique, seed ou série A, c'est-à-dire les premiers rounds en fait, de levée de fonds, qui sont les rounds les plus difficiles en fait, en levée pour les femmes entrepreneurs. Et on les match avec des fonds d'investissement et des VC. Donc ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui entreprennent, c'est que les femmes ne sont pas financées. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on peut être mentoré, on peut être primé, on peut faire ce qu'on veut. Money is money. Ouais. Et en fait, on n'a plus besoin d'être mentoré aujourd'hui. Bien sûr, on a besoin d'être entouré d'un réseau qui l'a fait et qui réussit, mais on a besoin d'être financé. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je peux vous dire que quand on adresse des sujets comme la diversité, l'égalité, l'inclusion, eh bien, c'est des sujets vraiment, pour moi, qui sont comme la Femtech, en un temps, c'est-à-dire qui a adressé la santé des femmes. Ce sont évidemment des opportunités marché colossales, sinon il n'y aurait pas d'entreprise qui se positionne massivement sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, il n'y a personne. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut évidemment continuer d'encourager. C'est pas notre mission, on le fait dans une mission d'impact qui est cette opération du Female Founder Challenge, parce que je pense que la clé du changement, c'est faire qu'il n'y ait plus 94% d'hommes blancs aujourd'hui investisseurs qui font très bien leur job, mais qui aujourd'hui ne peuvent forcément pas voir tout un pan de marché parce qu'ils ne l'ont pas éprouvé. Et donc c'est ce qu'on dit quand il faut plus de diversité au cœur, et bien c'est comme ça dans l'investissement. Plus de profils issus de la diversité égale plus d'opportunités d'investissement, plus de marchés et d'ouvrir les chakras, d'ouvrir peut-être les œillères parfois. Et ça va être un grand mouvement, mais ça va être un petit peu long, sur la partie financière. Donc il ne faut pas lâcher. Mais la mission de 15 Tech, c'est déjà de diversifier au cœur des entreprises et potentiellement des fonds d'investissement. Et ensuite, on pourra aller, évidemment, toujours accompagner. Ça, c'est dans mon cœur. J'ai été directrice de Willa. Donc, j'ai accompagné plus de 500 femmes entrepreneurs par an. Donc, ça restera dans mon cœur. Mais je pense que tant que ce point de l'investissement n'est pas réglé et que vous devez embaucher des techs, quand vous connaissez le salaire moyen d'un tech ou d'une tech, vous savez, vous ne pouvez pas le faire avec de l'eau de rose. Oui, tout à fait. La mixité, la parité, la diversité et l'inclusion sont aussi des questions de moyens, des questions d'aspect financier, de levée de fonds, bien évidemment. Et puis, c'est aussi une question de biais humain, parce que tant qu'on n'a pas justement éprouvé ces équipes qui peuvent être aussi diverses, aussi riches et avoir cette valeur ajoutée complémentaire qui permettent justement de conquérir de nouvelles parts de marché, d'aller ouvrir de nouveaux espaces peut-être à l'étranger pour son produit ou son service tech, ou aussi en matière de métier, en matière de vision, aussi donner toute cette richesse, on ne peut pas savoir que ça fonctionne. Ça veut dire que ça nous ramène à la question des fameux rôle modèle. Comment est-ce qu'on fait émerger justement ces figures proéminentes d'une tech française, européenne, peut-être internationale même, mais qui donnent à voir toute la beauté de cette diversité et sa richesse. Ça, les rôles modèles, c'est quelque chose qui reste très important pour la filière, pour le secteur, Caroline. Alors oui, on fait des bootcamps dans lesquels là on va faire dans 2 jours un bootcamp sur le produit et on invite des femmes Chief Product Officer, donc qui sont à la tête de la fonction produit dans les organisations, parce qu'on pense que c'est le rôle qui peut changer la donne
clairement, pour avoir justement cette vision du monde ouverte. Donc oui, il faut créer des réseaux d'entraide. Mais pour les jeunes femmes, on le sait, l'inspiration majeure vient des mères, de la famille et de l'entourage. Donc ça a été prouvé par GenderScan, par plusieurs organisations. Donc je pense que tout l'intérêt est de garder ces femmes dans cette industrie pour que dans leur vie, à elles inspirent et qu'elles ne diffusent pas un message négatif. Comme j'avais vu sur Netflix, il y avait, à quoi ça ressemble d'être data scientist, et ça ouvre sur un témoignage de femme qui pleure et qui dit « je ne recommanderai jamais à ma fille d'être... » Et quand elle m'a dit qu'elle a voulu devenir scientifique, j'ai pleuré. Et donc, je pense que ça montre, parce que le sexisme dans l'environnement, etc., c'est là la clé. C'est les histoires positives qui se diffusent. Moi, je l'ai vu quand j'étais chez Willa. Les entrepreneurs, elles étaient inspirées par leur mère, leurs amis, par celles qui l'avaient fait et qui pouvaient projeter. Donc, il faut des grands rôles modèles partout, dans les papiers, dans les magazines, etc. Mais il faut autour de soi le maillage qui montre comment est-ce que je l'ai fait. Pourquoi c'est kiffant de développer l'application et que ce soit une jeune fille de lycée qui le raconte peut-être à une collégienne et inversement. Et pas tant, finalement, une grande différence, c'est-à-dire la femme qui serait CTO, on peut l'écouter, l'approcher, mais on peut penser que c'est impossible à atteindre tant qu'on n'a pas les étages, on va dire, intermédiaires. C'est pour ça sur la plateforme, on veut avoir à un moment donné du matching avec des mentors à plus 6 ans, moins 6 ans. D'accord. Ce qui fait que, par exemple, des jeunes filles qui sortiraient d'école pourraient être matchées avec des plus 6 ans et inversement. Et je pense que ça, je crois beaucoup à cette valeur de je sais comment tu l'as fait, je l'intègre et je passe à step d'après. Mais évidemment, il nous faut des Steve Jobs féminins. Aujourd'hui, c'est plus qu'urgent et donc il le faut. Mais il faut aussi les étages intermédiaires, parce que les jeunes filles, ça fonctionne comme ça s'approprie. Elles pensent que ce n'est pas possible jusqu'à ce qu'elles le voient et qu'elles aient une inspiration très directe. L'effet de traction, justement, dans son propre réseau, dans son propre entourage, dans son réseau familial, c'est quelque chose qui t'a servi, Amélia ? Pas suffisamment, mais clairement dans ce qu'on fait avec Coloris, on a ça en tête aussi. Et nous, ce qu'on propose aux petites filles, c'est un conte dans lequel il y a une petite fille qui manipule la tech. Et on sait aussi que la représentation, dans tout ce qui est narration, dessin animé, tous les héros et les héroïnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de héros pour les petits garçons et les petites filles sont amenées à s'identifier aussi à des personnages masculins. Et nous, on a eu envie justement de montrer un personnage féminin, une petite fille qui manipule la tech, qui se pose des questions sur le monde qui l'entoure, pour que toutes les petites filles puissent se dire « Ah oui, en fait, moi aussi, je peux effectivement me projeter dans cette discipline ». Caroline. Oui, juste sur la différence culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, on a un phénomène occidental où les femmes et les minorités sont très absentes en fait aujourd'hui de la tech, mais c'est un phénomène qui vient de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, de l'apparition de l'ordinateur personnel. Mais allez juste en Tunisie, 58% de femmes, parce que culture scientifique, déjà berceau des mathématiques dans les pays arabes, mais parce que c'est pas pour des raisons d'égalité qu'elles sont là, c'est parce que c'est propre et qu'on peut le faire de chez soi. Voilà. Malaisie, 60% de femmes en computer science pour les mêmes raisons. Parce que c'est décrit comme un métier féminin, pas forcément dans le bon sens du terme. Mais en Inde, vous pouvez être ou médecin ou ingénieur informatique. C'est ça le choix de vie. Vous n'avez pas d'autre choix. Donc en fait, c'est pour montrer que l'histoire, le marketing autour d'un métier, la manière de le raconter aujourd'hui est fondamentale. Et donc il faut le re-raconter autrement, via évidemment des coloris. Et il est urgent d'arrêter de penser, parce que les femmes sont aujourd'hui plus dans les filières engineering, qu'elles ne vont pas pouvoir y aller. Et si on regarde les chiffres de la reconversion professionnelle, et je pense que ça c'est le grand espoir, 40% de femmes en fait dans ces filières, que ça soit les Ada Tech School qui fait même plus que 80%, mais les bootcamps de wagons, de Simplon, et qui aujourd'hui ne trouvent pas d'opportunité d'emploi parce qu'il faut continuer à les former. Donc là, il y a un accent majeur dans lequel les grandes entreprises peuvent jouer leur rôle. Elles ont beaucoup de gens et de moyens peut-être pour continuer à former. Et ça, je pense que c'est là le levier de changement aujourd'hui, le changement de carrière à 30-35 ans. On a vu que la tech était un endroit super où aller. On l'a peut-être fait un peu tard. Et donc, il faut pouvoir continuer d'être inclus, même si on a fait un chemin différent et qu'on a acquis une expérience différente avant. Apprendre tout au long de la vie et puis aussi se former, s'ouvrir à ces métiers, cette richesse du numérique en apportant sa propre valeur ajoutée, parce qu'on en a une justement quand on a un parcours différent des autres. C'est une des questions qu'on va continuer à creuser justement dans la seconde partie de cette émission. Et puis vous mentionniez, Caroline, Ada Tech School, qui rend hommage par son nom à Ada Lovelace, première programmeuse de l'histoire. Vous le savez, si vous suivez en effet l'école du futur. On va faire un tour pour l'instant du côté de la planète tech. Des vidéos, des images rassemblées par Cheryl Jessica Isengel.
See where you are. Now you're in it. Oh! Let me see. There's a fish in Yeah, here. walk around, walk around. Look, it's an octopus. It's an octopus in the sky. Который полюбил всем сердцем. Он изменил мою жизнь, а я в благодарность принес ему славу лучшего промышленного центра Российской империи конца XVIII века. Я... Sur le plateau de l'École du Futur, bien sûr, toujours avec Caroline Ramade, fondatrice et CEO de 15 Tech. Et puis, celui qui nous a rejoint, c'est Anthony Babkin, le cofondateur de Diversidé. Bonjour Anthony. Bonjour Marjorie. On va revenir avec vous, évidemment, sur ces questions d'inclusion, de diversité, parce que oui, ça fonctionne, messieurs, dames. Avant de reprendre notre débat, justement, une autre discussion, Amélia Matar a une idée derrière la tech. Et Amélia, avec toi aujourd'hui, on va mettre à l'honneur une échelle territoriale très importante, c'est celle des villes. Absolument, Marjorie. Quand il s'agit d'éducation, bien souvent, on pense à l'éducation nationale, à son gros ministère et aux réformes qui ruissellent ensuite dans les écoles. Mais pour faire grandir un enfant, il faut aussi toute une ville. Alors ce slogan, directement emprunté au support de communication de la ville de Montreuil, à laquelle je fais un petit clin d'œil, s'inspire lui-même d'un proverbe africain. Vous remplacez ville par village et ça nous donne, pour faire grandir un enfant, il faut tout un village. Alors ce que nous dit ce proverbe, c'est que la famille seule ne peut pas pourvoir aux besoins éducatifs d'un enfant et que effectivement, si on regarde de plus près, les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes générations. Et je crois que ces politiques territoriales méritent la lumière, car elles participent vraiment à l'épanouissement des enfants. Mais alors, comment concrètement ? Alors, d'abord, posons-nous la question d'une éducation réussie. Qu'est-ce que c'est une éducation réussie ? Alors, c'est une question un peu tarte à la crème, c'est vrai, mais c'est une question qui a le mérite de dégrossir les grands aspects du développement de l'enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la psychologie enfantine parce que je ne suis pas experte et qu'il m'a été expressément demandé que cette chronique dure de moins de 5 minutes. Mais qui te censure ? Donne-moi des noms, je vais les dénoncer. On s'en parle après. Mais il va de soi qu'un enfant a besoin d'affection, de soins, d'apprentissage et d'activité pour être pleinement épanoui. Chacun de ces piliers est inaliénable. Si vous retirez un seul de ces poteaux, vous déséquilibrez le jeune individu. Et il est évident que l'entièreté de ces besoins ne peut pas être prise en charge par une seule instance familiale ou institutionnelle. Et c'est là que les équipes municipales ont un rôle à jouer. Les villes, je crois, font clairement partie de l'équation et elles œuvrent quotidiennement au bien-être des enfants. De par les infrastructures de loisirs, de sport, de culture, par la prise en charge des enfants sur le temps périscolaire, les municipalités ont un impact direct sur la journée des écoliers. Du maire au directeur de l'éducation, en passant par les coordinateurs, les animateurs de centres de loisirs, les équipes municipales sont vraiment mobilisées pour identifier les meilleures initiatives et les déployer sur leur territoire. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'argent et ça demande des vraies convictions sur l'éducation. Savez-vous par exemple que les enfants, via les villes, peuvent faire de la philosophie, peuvent apprendre les langues du monde, peuvent bénéficier de soutien scolaire ? L'enquête menée en 2016 par l'Association des maires de France rapporte que les activités périscolaires représentent en moyenne 231 € par enfant par an, ce qui est à l'échelle d'une ville un budget énorme. Ce qui veut dire que chaque ville va développer sa propre politique éducative ? Oui, tout à fait, Marjorie. Et parallèlement, on voit aussi des organisations qui se sont structurées au niveau national pour avoir un impact local. Je pense par exemple à la Fédération Léo Lagrange, qui est présidée par M. Yves Blin et qui développe depuis 1950 une approche éducative adaptée aux centres de loisirs et qui compte à ce jour près de 500 villes partenaires. Alors, cette présence territoriale
favorise l'émergence de bonnes pratiques qui vont ensuite pouvoir être essaimées un peu partout sur le territoire. Autre initiative nationale à la portée locale, c'est le programme Cité éducative. Ce dispositif d'État labellise les villes et les dote d'un budget supplémentaire dédié aux quartiers prioritaires. Et là encore, charge à la commune d'opérer les actions en faveur des jeunes. Cette initiative de 2020 à 2024 représente 230 millions d'euros qui sont affectés donc à cette ambition. Et pour conclure cette chronique, Marjorie, j'aimerais vous poser une question. Ouais. Toutes celles que vous voulez. Enfin, j'aimerais te poser une question même. Quelle est ton adresse ? Alors, je ne suis pas certaine que ça intéresse énormément de monde sur ce plateau, quoique c'est une ville dans laquelle il y a des arrondissements. C'est un indice sur ton écran. Alors, cette question vise surtout à vous inviter à reconsidérer ces quelques lignes qui sont bien pratiques pour recevoir du courrier. Nous vivons tous, sans exception, dans une communauté, une collectivité locale, une ville, qui se traduit par un code postal, un nom, une politique territoriale. Une politique qui est loin des débats télévisés et des grands sondages d'opinion et qui pourtant a un impact considérable sur les citoyens et a fortiori sur les enfants. Merci infiniment Amélia. On le voit, Caroline et Anthony, l'échelle du territoire, c'est fondamental pour montrer que la diversité, les politiques éducatives, ça fonctionne. Les villes, les départements, les régions peut-être... Quelle est la bonne échelle pour avoir une politique de diversité qui fonctionne, Caroline ? Alors moi, j'ai travaillé à la ville de Paris pendant au moins 6 ans, donc je sais ce que c'est que d'œuvrer à l'échelle du citoyen. Et j'ai même travaillé dans une mairie d'arrondissement, dans le 18e à l'époque. Et je vois tout ce qui est à l'œuvre pour effectivement accompagner les gens. Je dirais que sur la diversité et l'inclusion, aujourd'hui, c'est majoritairement par des associations que ça se passe, qu'il n'y a pas encore de dispositif qui veut être implémenté de manière colossale. En revanche, quand même, la ville de Paris, c'est la naissance de Paris Pionnière qui est devenue Willa, 3e incubateur qui a été à Paris. Et ça a été soutenu par des fonds publics. Donc, quand la municipalité veut, elle peut, et elle implémente des choses qui peuvent durer dans le temps, qui peuvent du coup prendre de leur indépendance après, peut-être dans leur modélisation. Et ça, c'est la volonté d'un élu qui l'a mis en place et qui a vu les choses et qui a pu implémenter et donc faire grandir. Donc j'ai pu expérimenter effectivement à l'échelle d'une ville, une grande ville comme Paris, voilà, tout ce qu'on pouvait mettre à l'œuvre. Et évidemment, du point de vue des enfants, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Une partie par l'éducation nationale, mais une partie par des nouvelles initiatives qui sont mises en œuvre, comme Coloris ou autres. Anthony, justement, on entend ces initiatives extrêmement positives et concrètes qui ont pu être menées avec Caroline et à l'échelle de ville ou d'arrondissement. Pour Diversity Days, là aussi, il y a des actions très concrètes qui se passent parce que c'est aussi la volonté d'un élu, d'une élue, de vous aider à faire bouger les choses. Oui, c'est souvent, comme le disait Caroline, je suis vraiment en accord sur ce qu'elle vient de dire. Déjà, on le voit, cette logique d'implémentation du numérique ou de la tech au plus près des territoires, c'est souvent une impulsion très locale, c'est souvent un incubateur. Je pense à H7 à Lyon, je pense à Euratech à Lille, je pense à ce qui a été fait longtemps aussi à Nantes avec les cantines, etc. C'est un moment, une volonté parfois d'associations, de personnes qui ont un temps d'avance. Et ensuite, est-ce qu'ils sont entendus des politiques locaux ? Et souvent, en effet, c'est quand tout le monde s'aligne, quand tout le monde a envie de mettre la main à la pâte et comprend qu'il y a un enjeu de société aussi, que ça bouge. Et les assos, souvent, sont les premières à poser la pierre et ensuite, elles sont entendues ou pas. Les planètes s'alignent et celle de la diversité aussi. Vous le savez, aujourd'hui, on met la Diversitech à l'honneur et on veut des solutions tout de suite. Alors, bonne nouvelle, on le sait désormais depuis la première partie de cette discussion, on fait tous le même constat, la diversité, ça fonctionne, oui, messieurs, dames. Mais parfois, ça contraste avec la réalité encore du secteur de la tech, aujourd'hui, notamment en France et en Europe. Et pour ça, il faut justement pouvoir ouvrir l'univers des possibles pour ces écoliers, pour ces collégiens, pour ces lycéens, qui sont les futurs talents de ce secteur et cet écosystème de demain. Anthony, avec Diversity Days, vous venez de décrocher la première position du classement des 35 leaders responsables et inspirants en 2022 pour le collectif Positive Planet. Positive Planet, c'est un collectif qui souhaite d'ailleurs lutter contre l'exclusion, contre le chômage dans les territoires au travers d'un moyen clé, l'entrepreneuriat, dis donc. Attention, baguette magique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aussi, on a besoin d'avoir ces modèles inspirants, de vous avoir, vous, en tant qu'Anthony Babkin, qui peut aussi
porter le flambeau à un moment donné et dire que c'est possible? Et j'allais dire, et Mounira Hamdi, qui est cofondatrice aussi, des hommes, des femmes. En fait, je pense que quand on vient de banlieue, mais comme quand on vient de zone rurale, on n'aspire pas parfois à devenir entrepreneur ou je sais pas, à peser dans le monde économique ou social parce qu'on n'a pas vu ces modèles autour de nous. Et moi, je m'en suis rendu compte en grandissant de me dire, tiens, et comme Mounira d'ailleurs, on a occupé des places, Mounira en tant que chef d'entreprise, moi en tant que directeur général adjoint d'une grande maison. On a occupé des postes à responsabilité assez rapidement. Déjà, on s'est rendu compte que le numérique a été un levier. Mais deuxièmement, on s'est rendu compte aussi du rôle qu'avaient des rôles modèles, des gens qu'on a pu rencontrer à un moment dans nos parcours, qui étaient rares, j'en conviens, qui venaient de la diversité sociale, ethnique, culturelle, pas tout le temps des mêmes villes ou des mêmes quartiers ou des mêmes écoles. Donc aujourd'hui, dans l'association que je porte, Diversity Days, on a envie de porter cette logique de rôle modèle, de personnes qui finalement, par leur parcours, par leurs idées, par leur, je sais pas, entreprise, vont porter quelque part un message d'espoir aussi pour tous ceux qui sont derrière et qui disent « Tiens, mais est-ce que moi j'ai ma place ?» Et en fait, le collectif Diversity Days, c'est ça, avec l'association, c'est montrer aussi pas que, mais montrer des gens qui ont réussi, alors qu'ils n'ont peut-être pas de diplôme du supérieur, peut-être qu'ils ont eu des problèmes dans leur parcours, de discrimination, de handicap, etc., mais qui sont un peu transcendés par le numérique ou l'entrepreneuriat et qui ont réussi à prendre leur place. Et c'est ça qui nous manque, que ce soit aussi bien dans les médias qu'à l'école, c'est de nous montrer des rôles modèles qui nous ressemblent. Alors, et je donnerai un exemple, souvent on cite Michelle Obama en femme noire inspirante, internationale. Moi, je me dis, qui est notre Michelle Obama française ? Et encore, quand bien même une femme se représente dans Michelle Obama, c'est qui sa Michelle Obama de son quartier, de sa ville, de son village ? Souvent, ce rôle modèle accessible, je sais que Caroline en a parlé juste avant. Voilà, donnons des rôles modèles accessibles pour que les gens se projettent dans des métiers d'avenir, et en particulier le numérique. Se projeter plus facilement, on le disait tout à l'heure, dans son réseau, dans son entourage familial, amical, c'est déjà le meilleur moyen des tractions pour faire justement, pour mettre ces étoiles dans les yeux, mais des étoiles concrètes, parce que justement, ça mène à des carrières et à des métiers. Je posais la question tout à l'heure à Caroline sur ce mot même de diversité. Caroline, je sais que vous préférez désormais le mot d'inclusion, mais vous le revendiquez, Anthony, oui, avec Mounia, ce nom de diversité, de Diversity Days. Il faut parfois un petit peu justement donner quelque chose d'un peu clickbait, comme on dit en très mauvais franglais dans le numérique, pour que on réalise que c'est une évidence. En fait, en France, on a toujours ce problème d'avoir le bon mot, mais de chercher le mot à côté. Donc, on va être très à l'aise à dire diversity, mais on va être très mal à l'aise à parler de diversité en France. Il y a plein de complexes qui s'expliquent. Souvent, on a ramené des gens qui venaient de quartiers ou de zones rurales à la diversité. Et donc, on les a mis dans des cas. C'est pour ça que ce mot dérange. En revanche, si on prend le mot diversité dans sa définition la plus simple, aujourd'hui, il existe 25 critères de discrimination en France. Et ces 25 critères-là, sur la base du genre, du handicap, de l'âge, etc., peuvent être des facteurs discriminants. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux, on l'a publié dans une étude avec Occurrence et PwC, un Français sur deux qui dit en entreprise avoir déjà été victime ou témoin de discrimination. Donc finalement, on est tous sujets à un moment de sa carrière, pour des raisons qu'on connaît, congé, maternité ou paternité, je découvre que je suis mieux dans le corps peut-être d'une femme que d'un homme, j'ai un handicap, j'ai passé la page des 45 ans, je me rends compte que le monde de l'emploi est plus aussi réceptif. Donc finalement, ce mot diversité, c'est assumer que la France ira mieux si on accepte toutes les différences, peu importe celles qu'elles sont. Et donc qu'on en fait plutôt une force plutôt qu'un échec. Et l'inclusion, c'est différent, c'est de dire, prenons tous ces facteurs-là, et incluons-les de manière positive dans l'entreprise, faisons en sorte que la situation de handicap devienne plutôt facteur finalement d'engagement. Tiens, j'ai en face de moi quelqu'un qui est en situation de handicap, je le comprends, je m'adapte, j'apprends aussi au contact de personnes qui sont différentes de moi. Et de fait, l'entreprise normalement devient plus performante. Caroline. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je voulais juste dire, c'était que c'est pas parce qu'on empile la diversité, les critères de diversité qu'on réussit. Et donc, c'est là où je parlais d'inclusion. Mais avec les critères de diversité, ils existent. Honnêtement, je suis très à l'aise avec ça. Je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui, en revanche, ne sont pas à l'aise avec ces sujets, notamment pour des raisons aujourd'hui sociétales en France et en Allemagne, qu'il est difficile de traquer au-delà du genre, du handicap et de l'âge, et que donc parfois ça peut empêcher aussi des profils ou des politiques de se mettre en œuvre. Donc on ne parle pas forcément de discrimination. Ce que je veux juste dire, c'est que du coup tu mets en place des choses qui vont favoriser l'inclusion, mais tu ne vas pas pouvoir forcément t'exposer aux bons talents de manière efficace aujourd'hui. Le contexte en France est en train de bouger. Nous, en 2020, on a rendu un rapport qui s'appelait « Faire
du numérique un accélérateur de diversité. Il y avait une mesure parmi les 15 qu'on a rendue à Elisabeth Moreno et qui prenait le fait de créer un index diversité. Donc elle l'a créé. Il est en cours de test dans 10 entreprises publiques et privées. Et en fait, on voit que ce contexte réglementaire est en train de bouger, aussi bien pour les femmes, et très favorablement sur les quotas. Il en fallait dans les conseils d'administration et bien d'autres, voilà, dans les instances dirigeantes de manière générale. Et c'est en train de bouger aussi sur la question ethnique et sociale. Très souvent, finalement, on le voit, c'est des facteurs de discrimination. Quand vous venez de tel quartier, votre CV a plus de chances de finir à la poubelle ou pas passer les mailles du filet, sur la base à compétences égales, un nom à consonance étrangère et discriminant. Donc en fait, on permet aujourd'hui, l'outil qu'a créé Elisabeth Moreno, avec cet index diversité, c'est permettre aux entreprises de mieux mesurer le sentiment d'inclusion ou d'exclusion de ces personnes sur la base de leur couleur de peau ou sur la base de leurs origines sociales. Et ça, c'est intéressant, parce que pour la première fois en France, on évite de dire « Ah oui, mais les quotas, mais attention, on n'est pas aux États-Unis ». On a vraiment un outil de mesure et ça permet d'objectiver aussi le rapport ressources humaines, DRH, comment on fait en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Et le fait de dire que le quota, c'est pas forcément non plus l'alibi des politiques en matière justement de stratégie de diversité, parce que la diversité, c'est aussi une question de moyens, c'est aussi une question d'argent. On va prendre l'exemple du programme French Tech Tremplin, par exemple, qui est supporté par la mission French Tech et par Cédrico, le secrétaire d'État en charge du numérique en France. 10 millions d'euros par an pour supporter les meilleurs projets proposés justement à French Tech Tremplin. L'objectif, c'est de réussir à faire émerger des entreprises viables d'abord, parce que oui, une entreprise, ça peut être viable, figurez-vous, qui pourront notamment servir d'exemple pour montrer au monde des startups que la diversité est une force. Bon, alors l'enveloppe de 10 millions, elle n'est peut-être pas forcément suffisante pour toutes et tous, mais quand même, ça veut dire que les choses bougent parce qu'on a l'impulsion qui est là, Anthony. Il y a deux points. D'un côté, je trouve ce programme extraordinaire. On a été opérateur pour ce programme avec Diversity Days dans 3 villes, à Saint-Ouen, Évry, Toulouse. Et moi, je vois à chaque fois les talents qu'il y a dedans. C'est extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous fait oublier de temps en temps le fait qu'on ne parle pas d'empathie, on ne parle pas de solidarité, on ne parle pas de générosité. On parle de gens qui ont le potentiel de devenir de grosses startups, qui ont le potentiel après de lever des fonds et qui ont le potentiel dès demain de compter sur la scène nationale ou internationale. Mais pour ça, il faut changer de lunettes. Il faut regarder droit dans les yeux la situation, avec des gens parfois qui partent sans réseau, parfois pas de diplôme. Je ne caricature pas, il y a de tout. Il y a aussi bien des gens qui ont un diplôme du supérieur, mais voilà, qui parfois n'ont pas les codes de la tech. Beaucoup découvrent ce qu'est Station F, la French Tech, les différents leviers, etc. Donc c'est presque une learning expedition pour certains. Et ensuite, la deuxième page, vous avez parlé d'argent. D'un côté, c'est bien, 10 millions d'euros, c'est un premier, je veux dire, c'est un fonds d'amorçage. Voilà. Ouais, c'est du sud. Espérons qu'il soit multiplié par 10 si l'aventure French Tech Tremplin continue, et je l'espère. Mais derrière, là où il y a un vrai enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que ces entrepreneurs qu'on aide, qu'on appuie, soulèvent des fonds. Et souvent, là où le bas blesse, c'est sur l'amorçage. Toutes ces personnes dont on parle ont du mal à lever les premiers euros. Et il n'y a pas que eux, d'ailleurs. On voit que c'est un monde très codifié, rien que pour les femmes. Et Caroline, je pense, peut abondamment en parler. On sait qu'elles sont moins d'1% aujourd'hui dans les levées de fonds. Donc imagine si au genre, vous rajoutez le handicap, la couleur et la non-conscience étrangère, j'en rajoute, eh bien vous êtes hors catégorie. Donc tout ça, il faut qu'on le règle. Et il faut que le gouvernement, je pense, prochainement aille plus loin avec des dispositifs comme la BPI, comme plein d'autres, de certes créer des passerelles, mais ensuite repérer les talents et les financer. Est-ce qu'il faut forcément que ça aille sur, on parlait des quotas tout à l'heure, sur de l'imposition de critères justement, typiquement pour du fonds d'amorçage? Est-ce qu'il faut réserver justement des critères dans lesquels on demande aux investisseurs, aux investisseuses, on en parlait tout à l'heure sur la question de parité de mixité, notamment Caroline, eh bien, soit aussi noté et une partie de leur fonds de fonds qui soit justement fléchée vers ces cibles pour justement mettre en avant ces talents. Les chiffres baissent d'année en année. Si je voyais les choses progresser, si j'avais pas vu avec Covid qu'on avait encore baissé dans à la fois des études mondiales, Crunchbase ou Atomico qui fait une étude européenne, je dirais laissons faire les choses naturellement. Et cette phrase, en fait, malheureusement, on l'a démontré à tous les étages, rien ne se fait naturellement. Et dans une industrie qui est aujourd'hui dominée par des modèles de financement très privés, donc au moins que les banques publiques puissent s'aligner, je pense que ça c'est vraiment la première chose et sur lequel l'État a la main. Et ensuite, effectivement, mettre en place des choses incitatives et peut-être des index aussi dans ces fonds. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester
On ne peut pas rester dans ce statu quo, voire dans cette pente douce, qui est que effectivement, si vous êtes une femme noire, vous avez zéro chance, 0,4% je crois, de chance de lever des fonds. Mais qu'est-ce que ça veut dire de notre société et des modèles du futur qu'on va inventer? Et quand vous y collez Web3, NFT, crypto, tous les buzzwords, tous les mots valises de cette industrie. Tous les buzzwords qui aujourd'hui sont massivement financés par l'industrie, c'est 95,5% d'hommes blancs. Donc en fait, à chaque révolution, on se prend une claque. Donc en fait, je dirais que Web 2, Web 3, à chaque fois, il y a une régression. Donc il est urgent d'agir. Ce n'est pas le monde qu'on a envie de créer non plus avec Andoni. C'est pas ce qu'on voit. On veut des choses. Enfin, moi personnellement, je veux des projets différents, y compris en crypto, en métaverse. Je veux des projets qui parlent à tout le monde. Je ne veux pas commencer à voir ces histoires de harcèlement sexuel en ligne. Quel est le monde qu'on est en train de créer pour nos enfants? On parle de l'école du futur. Bah, qu'est-ce qu'on est en train de modéliser? Donc oui, designons les produits d'une manière différente, finançons-les de manière différente, ouvrons, il y a des tonnes de marchés. Et on est en train d'adresser des micro-marchés en finançant toujours les mêmes. Il faut que ça change. Il faut que ça change, mais est-ce que c'est aussi une question de timing, messieurs, dames? Parce que si on reprend l'exemple des projets poussés par French Tech Tremplin, c'est bien, c'est une première chose, mais ils vont mettre quelques mois, ils vont peut-être mettre quelques années à pouvoir éclore et à pouvoir passer du stade, justement, du projet de l'initiative à celui de start-up, voire scale-up, licorne, tiens, soyons fous. Ça veut dire que pendant ces temps-là, les talents de la diversité, ils attendent? Ils n'attendent pas. Moi, j'en côtoie des centaines, donc je peux vous dire qu'ils n'attendent pas. En revanche, on est beaucoup à être un peu agacés de voir ces modes de financement à deux vitesses. Donc, je ne sais pas s'il y a un contre-pouvoir à un moment se créer de ce côté-là, mais en tout cas, je souhaite que ceux qui ont levé, je pense à par exemple Paul Lay, qui a créé labellevie.com, qui vient de rentrer au French Tech 120, qui vient des quartiers des Pyramides, à Ivry-Courcouronne, on est voisins, on a grandi dans la même ville. Et je me dis, il sera peut-être une future licorne, et connaissant son état d'esprit, connaissant son parcours, c'est quelqu'un qui va vouloir aussi redonner, il donne déjà des coups de pouce, donc je suis toujours à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et je me dis simplement, j'espère que ces entrepreneurs qui vont réussir, dès demain vont, et je sais que Paul le fait d'ores et déjà, mais vont pouvoir à un moment aussi investir sur ce qu'ils considèrent être, eux, les futurs licornes. Et il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'avec nos lunettes, là, voilà, je préfère dire lunettes plutôt que peut-être parfois défaut, ou alors discrimination, encore une fois, je préfère voir le verre à moitié plein, mais ces fameuses lunettes, si elles voyaient véritablement un besoin sur un territoire, un talent, c'est ce qu'on fait avec Diversaise. Je sais pas, je vous donne un exemple très concret. Je pense à Abdelali qui a créé Banlieue Santé. Ce garçon vient du 77, il s'est aperçu du problème de santé publique qu'il y avait. En fait, certaines personnes qui ne faisaient même pas appel à leurs droits, que ce soit pour juste une nouvelle paire de lunettes justement, ou pour se soigner. Et en fait, il a... Conscient de ça en tant qu'infirmier, profession de proximité, il a décidé massivement à un moment de s'impliquer sur ces questions de santé publique et de créer Banlieue Santé. Il intervient partout où l'État n'intervient plus. Mais je veux dire, quelqu'un comme lui, si à un moment un business angel, pour le coup c'est une structure associative et donc il ne pourra pas lever des fonds sur un fonds privé, mais imaginons le même type de modèle avec une start-up, c'est dans l'intérêt de tout le monde à un moment qu'un modèle comme celui-là soit financé. Donc, c'est un peu un moment où c'est le chat qui se mord la queue, où on marche sur la tête. Il faut absolument qu'on repère ses talents. On en référence 200, j'aurais dû vous amener l'annuaire qu'on fait. La prochaine fois. Voilà, il est dans mon sac en plus. Il en existe des centaines sur le territoire. On les repère, il faut les financer. Il faut que nos business angels et fonds d'investissement changent de paire de lunettes. Puis surtout, il faut que ça aille de soi. C'est aussi simple que ça, non, Caroline? Oui, alors de soi, j'y crois peu. En revanche, je crois plus à ce que dit Anthony, c'est-à-dire qu'aujourd'hui arrivent de nouveaux profils sur le marché. Give back, on dit, dans l'entrepreneuriat. Ça a beaucoup give back d'un côté. Maintenant, il est temps que les modèles émergents, après, ils ne vont pas financer que des gens qui leur ressemblent, sinon ça ne serait pas ça, la diversité. Mais cela dit, effectivement, de se dire, pour tous ceux qui émergent là, dans le FC 120, on voit des femmes, effectivement, des profils qui émergent de la diversité. C'est faible, mais il y a déjà, c'est là. Donc, on va accompagner le changement. Et effectivement, on va espérer que ces profils-là puissent financer la future génération. Ça y est, on a une licorne cofondée par des femmes. Ça y est, sur les 25, c'est déjà pas mal. Vestiaire Collective. Voilà, Vestiaire Co. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, on va aller accompagner ça. On va y voir les choses. Pour le reste, il faudra des politiques incitatives parce que rien ne change en 2 minutes. Un modèle de changement social, c'est plus de 10 ans à l'implémentation s'il y a des incitations légales qui sont mises en place. Sinon,
On peut attendre beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est vraiment ce moment de changement. Et tous ceux qui émergent, on va parier sur eux pour aller give back sur le reste de l'industrie. Et ces fameux profils repérés, que ce soit par DiversiDex ou tous les incubateurs aujourd'hui qui œuvrent sur les sujets de diversité, pour changer la donne, effectivement, avec des opportunités marché de malade mental qu'il faut juste regarder. Et le futur se prépare maintenant. Vous le savez, le futur se prépare maintenant. Dans quelques semaines, on a une échéance, ça s'appelle 2022, une élection présidentielle comme ça. Si vous étiez président ou présidente du numérique, de la diversité et de l'inclusion, quelles seraient vos propositions? Je sais, c'est terrible, je fais ça pile à la fin de l'émission, Anthony. Alors moi, j'en aurais deux. Forcément, sur School TV, on parle aussi aux jeunes pousses. Je pense que dès le plus jeune âge, il faut qu'on dise c'est quoi les métiers du numérique, qu'on montre des rôles modèles différents, qu'on explique ce que c'est que ces métiers. C'est une famille de 900 métiers. Nous, on a un gros programme de reconversion qui s'appelle Déclic numérique. On a des centaines de gens à aller vers ces métiers et qui découvrent parfois pour la première fois, ah d'accord, il y a tous ces métiers-là, il y a tout, c'est pas que développeur seul dans sa chambre, un homme qui sort d'une grande école. Voilà, donc on démystifie en montrant des gens très différents. Ça, c'est ma première proposition. En disant, j'ai l'impression ça y est de me présenter. Mais c'est beau. Non, vraiment, je vous vois très bien. On voit l'affiche déjà, le site de campagne qui va avec. 3 votes, j'y vais. Mais donc le premier, c'est vraiment dès le plus jeune âge, dès la 4e, orienté vers ces métiers massivement. Ce sont les métiers du futur. 1/3 des offres d'emploi en France. La deuxième mesure, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hypercroissance. Les startups n'ont jamais autant levé de fonds, même en temps de crise. Et donc moi, j'aimerais qu'on parle d'hyper-responsabilité. J'aimerais qu'elle soit à un moment amenée, incitée, pour pas dire contrainte, dans le futur Next 40 ou French Tech 120, à avoir des critères sociaux, sociétaux. J'ai l'impression que c'est le même monde 20 ans après, où on n'a changé aucune règle. Donc c'est quand même assez surprenant. On est sur des boîtes qui finalement sont le futur du CAC 40, mais à qui on n'a absolument pas dit la planète c'est important, recruter différemment ça l'est, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu majeur de dire au sein du French Tech 120 ou Next 40, recruter différemment, ne prenez pas que des clones. On sait que la moyenne d'âge dans les startups, c'est 28 ans. Je pense que la moyenne d'âge dans le monde du travail est plutôt autour de 45 ans. Ouais. Donc, on a un gros enjeu de changer les règles. Et donc, nous, on l'a fait avec un programme qui s'appelle Take Your Place. Ouais. On a déjà 24 startups qui nous ont rejoints, 2 fonds d'investissement. C'est trop peu. Et j'aimerais que dès demain, en fait, ça décolle pour faire entrer du management inclusif, recruter différemment, mesurer aussi les efforts sur ces sujets, avoir des viviers de talents qui changent un peu la donne et pas que de grandes écoles. Donc voilà, c'est ma deuxième mesure. Caroline, je suis assez proche de tes demandes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut inciter autrement. Quand je vois que les mathématiques ont disparu, ça y est, des jeunes filles dans l'apprentissage, dans la réforme du bac, c'est dramatique. Donc en fait, il faut apprendre le numérique différemment, par le mode projet. Je pense qu'il faut utiliser les méthodes Montessori pour y arriver dès l'école. Je suis sûre que les jeunes filles et les profils issus de la diversité, des banlieues, tout ça, adoreraient aller, pas que sur le code, mais juste réfléchir à tous ces nouveaux enjeux et se sentir pour de vrai inclus dans des projets, d'ailleurs peut-être d'entrepreneuriat liés au numérique dès l'école, mais ça serait fascinant. On voit que dès qu'ils passent à l'oralité, les enfants, ou dès qu'ils passent en mode projet, il se passe des choses formidables. Donc je pense qu'il est temps de réformer les programmes pour réellement. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un levier au niveau des écoles, justement les fameuses écoles d'ingénierie. Il y a un index qui va être mis en place de calcul, je suis sûre. J'ai l'intuition que ça va changer la donne et qu'ils vont enfin se donner les moyens d'aller chercher les gens au lycée et au collège. Et donc, ça va générer la fameuse boule de neige dont on a besoin aujourd'hui. Pour le reste, Anthony, je te rejoins, tu sais, à 100% sur le reste. Et donc, on est très alignés sur l'émission et sur l'engagement des entreprises aujourd'hui qui doivent changer par des mesures d'inclusion et par de la transparence aujourd'hui face aussi aux candidats pour leur permettre de choisir en conscience. Des propositions, des initiatives, des solutions pour vous montrer que oui, la diversité, ça marche, ça paye et ça fonctionne. On prépare les talents de demain grâce à Caroline Ramad pour 50 in Tech, grâce à Anthony Babkin pour Diversité. Merci évidemment Amélia, comme toujours, d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'École du Futur. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur et dès demain en plateau.